Bonjour, bonne année à toutes et à tous. Je suis ravi de vous revoir si nombreux dans ce petit amphithéâtre. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet sensible, le lien entre orientation sexuelle, religion, migration, qui n'est pas un lien simple, évidemment. Vous savez que dans la jurisprudence française, les orientations sexuelles, les modifications de genre, etc., font partie des motifs qui peuvent être acceptés par l'Office français des réfugiés et des apatrides, et éventuellement aussi par la Cour nationale du droit d'asile. Mais ce n'est pas simple, il faut en quelque sorte pouvoir démontrer qu'on entre dans les catégories, les cases qui sont prévues par le droit et par la jurisprudence. Évidemment, tout ceci pose des problèmes qui vont être abordés par nos deux présentateurs. Alors, Florent Chaussière débutera. Florent Chaussière est un géographe, agrégé de géographie. Il est actuellement, il coordonne l'un des départements, l'un des 5 départements de l'Institut Convergence Migration. Et il est connu notamment pour avoir soutenu une thèse sur l'accueil des LGBT dans le système d'asile français, une thèse qui a eu beaucoup de prix et de récompenses. Je crois qu'il y a eu le prix du défenseur des droits, il y a eu le prix de la chancellerie des universités de Paris, le prix de l'université de Paris-Est, et j'en oublie. Donc c'est une thèse qui a attiré l'attention et qui devrait, on l'espère, faire bientôt l'objet d'une belle publication. Alors Corinne Fortier, elle, c'est plus qu'une voisine, elle est chez elle ici, puisqu'elle est chercheuse au Collège de France, elle est chercheuse dans le laboratoire d'anthropologie sociale, donc ce grand laboratoire d'anthropologie qui a été fondé par Lévi-Strauss, comme vous le savez sans doute. Et c'est une anthropologue qui compte à son actif de nombreux séjours de terrain, notamment dans le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et qui s'intéresse. Alors vous avez beaucoup publié, Corinne, énormément, enfin c'est très impressionnant de voir l'ensemble de vos publications, et même vous êtes intéressé notamment au traitement des corps, à des questions comme l'excision, la circoncision, la chirurgie réparatrice aussi, me semble-t-il, et donc c'est un peu de tout cela que vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui. Voilà, donc 2 contributions qui, comme toujours, ont un certain lien entre elles, mais plutôt de complémentarité que de redondance. Donc 3 quarts d'heure pour chacun, et ensuite une discussion entre nous et une discussion générale. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par quelques remerciements. Donc, tout d'abord, merci à François Héran pour cette invitation et à Osgué Biner pour l'organisation de ce séminaire. Je suis très honoré de présenter mon travail aujourd'hui devant vous, et d'autant plus que je me réjouis du fait qu'il va donner de la visibilité à la thématique des migrations LGBT+, qui n'est pas un objet qui est souvent traité, souvent en raison d'une double invisibilisation, puisqu'à la fois dans les études migratoires, on aborde peu les questions des minorités sexuelles et des minorités de genre, et dans les études LGBT+, on aborde peu souvent en fait la question des personnes migrantes, ce qui fait que ce groupe des migrants LGBT+, est en fait souvent invisibilisé dans les différents champs de recherche dans lesquels il pourrait être inscrit. Quelques remarques préliminaires. Comme a mentionné François Héran au début en introduction, moi je suis géographe. Donc mes travaux se situent au croisement de la géographie des migrations, de la géographie du genre et des sexualités, et plus largement de la géographie sociale et de la géographie politique, mais je ne suis pas spécialiste des religions, encore moins théologien, donc je ne vais pas m'aventurer sur la question de comment on interprète dans différentes religions la question de l'homosexualité, de la transidentité, etc. Moi j'ai plutôt travaillé à partir de mon travail de thèse, donc à porter sur les personnes qui demandent l'asile en France, en raison de persécutions liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, comment la question religieuse
a pu intervenir dans les travaux que j'ai pu réaliser sur certaines dimensions de l'expérience des personnes dont je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, un point sur la terminologie. Donc, j'emploie l'acronyme LGBT+, comme synonyme de lesbienne, gay, bisexuel, trans. Par facilité de discours, je vais employer cet acronyme, mais il faut d'emblée rappeler que c'est des catégories identitaires auxquelles dans lesquelles tout le monde ne se reconnaît pas forcément, puisqu'en fait, c'est des catégories qui, historiquement, ont émergé dans les pays occidentaux et qui sont des catégories identitaires dans lesquelles tout le monde ne se reconnaît pas. Donc, je l'utilise par facilité, mais c'est un peu un terme partiellement inadéquat. Donc, pour vous présenter rapidement ma thèse, avant d'entrer dans le détail du sujet, donc dans ma thèse, j'ai travaillé sur les trajectoires et les expériences des personnes qui ont demandé l'asile en France au motif de persécutions liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre minoritaire. Donc le but de cette thèse a été d'interroger deux idées de représentation qui sont souvent associées à ces groupes particuliers. Ah pardon. Est-ce que c'est mieux? À deux micros. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, ça marche bien mieux. Oui? Non, ok. Donc l'objectif de cette thèse, c'était d'interroger deux idées souvent associées à ces migrations-là. D'une part, le caractère linéaire, donc l'idée que les personnes s'inscrivent dans un parcours très rapide et linéaire entre faire l'objet de persécution, départ du pays d'origine, arriver dans un pays qui serait identifié comme un pays de liberté pour les LGBT+, demande d'asile dès qu'on arrive et obtention d'une protection. La deuxième idée à interroger étant l'idée que la migration serait en elle-même un phénomène libérateur pour ces personnes-là. Donc, par opposition aux expériences vécues dans les pays d'origine, l'arrivée dans un nouveau pays serait vécue comme la promesse d'une nouvelle vie libérée de toute contrainte. Donc l'enjeu de ma thèse a été de complexifier ces représentations-là. Cette vision, elle prend corps dans une représentation plus large du monde qui tend à le hiérarchiser de façon binaire. Ce que les chercheurs et les chercheuses Marianne Blidon et Sébastien Roux ont appelé l'ordre sexuel du monde, qui est une représentation en fait qui binarise et essentialise le monde sur les critères de sexualité, en opposant les pays occidentaux, qui seraient des pays intrinsèquement où il y a uniquement de la liberté qui est possible pour les personnes LGBT+, et aucun problème, et les pays du Sud, qui seraient intrinsèquement et uniformément hostiles aux minorités sexuelles et de genre. Au sein d'une telle représentation, qui oppose de façon frontale ces deux espaces, le fait de passer de l'un à l'autre serait vécu comme libérateur en soi. Or, il y a plusieurs travaux académiques qui ont essayé de travailler pour complexifier cet ordre sexuel du monde. Donc, il y a plusieurs perspectives à adopter pour faire cette complexification-là. La première, c'est interroger l'idée que dans les pays du Nord, on aurait une protection et une liberté qui serait garantie pour les minorités sexuelles et les minorités de genre, alors même que de nombreux travaux actuellement montrent qu'il y a un essor des combats anti-genre, pour reprendre les terminologies qu'utilisent les groupes en question, et d'attaque des droits LGBT+. La deuxième perspective, c'est de désessentialiser les pays du Sud et sortir d'une lecture essentialiste et notamment culturaliste de l'homophobie, qui va consister à dire c'est leur culture, de tout temps ils ont été homophobes, c'est comme ça, et c'est intrinsèque à ces personnes et à ces pays-là. Donc là, l'enjeu dans ces travaux, c'est de montrer une complexité de la réalité qui n'est pas aussi simple. Donc par exemple, quand on essaie de représenter à l'échelle du monde la question de LGBT+, souvent vous allez utiliser la cartographie des lois, comme ce type de carte que vous pouvez voir ici, qui va montrer les différences de lois qui existent, depuis les lois qui protègent, qui accordent des droits, par exemple le mariage, jusqu'aux pays où on a des lois qui condamnent, donc avec des formes d'intensité plus ou moins fortes, jusqu'à la peine de mort, enfin emprisonnement, peine de mort, etc. La difficulté, c'est que cette carte, ce type de carte, montre des réalités qui sont évidemment importantes à prendre en compte pour tout ce qu'elles impliquent sur les personnes concernées dans les pays, mais il y a plein d'autres éléments qu'elles ne montrent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir si on s'en tient à la cartographie législative. Selon 4 aspects. Le premier, c'est qu'on ne voit pas tout ce qui est non étatique, c'est-à-dire qui n'est pas lié à la loi. J'entends par là le fait qu'il existe aussi toute une série de stigmatisations sociales qui ne se passent pas forcément dans le cas de condamnation pénale par l'État. Donc la société civile elle-même peut commettre plein d'actions qui vont persécuter les personnes LGBT+. De plus, l'absence de condamnation, voire même l'existence de lois qui accordent des droits, ne veut pas forcément dire qu'il y a
aucun problème dans le pays. Donc par exemple le Brésil, qui apparaît comme un pays qui serait très avancé si on en suit l'évolution des couleurs avec cette légende-là, est en fait un pays où on compte le plus d'agressions LGBT-phobes dans le monde. Alors même qu'il y a des lois qui accordent des droits spécifiques ici. Le deuxième élément, c'est que cette carte, elle pose comme l'échelle pertinente de compréhension le cadre national, alors que, en fait, il peut parfois être nécessaire de passer à des échelles infra- ou internationales pour comprendre les logiques d'homophobie différenciées. Tout d'abord, à l'intérieur même des pays, il peut y avoir des différences de contexte, et ça, c'est pas valable que dans les pays du Sud, c'est valable dans tous les pays du monde, où les contextes spatiaux, par exemple les oppositions entre les espaces ruraux, les espaces urbains, certaines villes, etc., vont amener à des expériences qui sont différentes des minorités sexuelles et des minorités de genre. Deuxièmement, en fait, il faut aussi passer à l'échelle transnationale, ce que cette type de carte ne permet pas d'observer, pour montrer qu'il y a une circulation transnationale des discours anti-LGBT+. Par exemple, plusieurs travaux ont documenté le rôle d'acteurs religieux des États-Unis à la fin des années 90 dans la diffusion des discours anti-LGBT+, auprès du clergé en Ouganda, ce qui a eu des impacts sur la répression accrue des personnes LGBT+, dans ce pays-là. Et donc on ne voit pas, en fait, quand on se concentre sur le cadre étatique, tout ce qui circule à l'échelle transnationale dans ce qui va mettre en place des actions, favoriser des climats d'hostilité envers les minorités sexuelles et les minorités de genre. Troisième élément, c'est que sur ce type de carte, on ne voit pas toutes les formes de résistance, que ce soit des résistances individuelles ou collectives, mises en place dans les pays du Sud pour essayer de faire avancer localement les droits des personnes LGBT+. Donc là, j'entends aussi bien comment les personnes individuellement arrivent à négocier des espaces de rencontre, de sociabilité, pour pouvoir mener des vies homosexuelles ou trans, et également tous les collectifs et les associations qui localement luttent pour les droits de ces personnes-là, qu'on tend à oublier si on se concentre uniquement sur la situation législative. Et enfin, le quatrième élément, c'est que la carte fiche dans le temps, et elle nous empêche de penser comment cette situation-là, en fait, est le résultat de beaucoup de contextes qui ont évolué et qu'elle n'est pas intemporelle, et ce, à plusieurs échelles. Donc, il y a plusieurs travaux qui ont notamment montré comment, pour une partie des pays du Sud, la colonisation a joué un rôle sur la mise en place de normes, la colonisation européenne a joué un rôle sur la mise en place de normes hétérosexuelles rigides et d'une réprobation morale de l'homosexualité dans des sociétés où des pratiques homoérotiques pouvaient exister, sans être catégorisées sous le terme homosexualité, donc qui est un terme qui apparaît en Occident au XIXe, comme l'ont montré les travaux de Foucault. Donc, avec la colonisation, de nouvelles catégories qui vont apparaître, et également de nouvelles réprobations et de nouvelles normes sociales qui vont être mises en place, au point qu'on a des lois aujourd'hui qui existent dans ces pays qui pénalisent l'homosexualité, qui sont en fait héritées de lois de la période coloniale. Donc, par exemple, en Tunisie, c'est en 1913 qu'a été introduit l'article qui prévoit l'emprisonnement pour les rapports sexuels entre personnes de même sexe, et cet article du régime colonial a été maintenu après l'indépendance de la Tunisie. À une échelle plus courte, temporelle plus courte, on a également des intensités d'application des lois qui peuvent varier selon les dynamiques politiques nationales contemporaines. Donc les travaux qui ont travaillé sur ces questions-là montrent en fait qu'on a un tournant qui a été identifié dans plusieurs pays d'Afrique dans les années 1990-2000, avec une série de controverses et une vague d'homophobie inédite sur le continent, qui a créé des nouvelles crispations autour de l'homosexualité, qui ont conduit à raviver l'utilisation des lois de pénalisation de l'homosexualité, qui pendant longtemps ont pu rester dormantes, et qui en plus ont été en partie pour certains pays hérités de l'héritage colonial, et qui ont été réappliquées en réponse à plusieurs logiques politiques nationales. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'il faut avoir en fait une lecture en termes de contextualisation politique pour sortir d'une lecture culturaliste. Donc, par exemple, les travaux de Awondo, Geschir et Ride montrent deux configurations opposées. En Ouganda, il y a un tournant dans les années 2010 avec une répression de l'homosexualité qui est impulsée par le pouvoir en place qui voit un moyen d'affirmer son autorité morale et son autonomie nationale, tout en détournant l'attention de la population des problèmes économiques et sociaux du pays. Donc là, c'est une configuration politique qui fait que c'est une impulsion par le pouvoir en place. Au Sénégal, au contraire, donc, ces chercheurs montrent dans leurs travaux que l'expansion des violences homophobes, elle est liée à une colère culturelle qui est entretenue par des leaders religieux
et politiques d'opposition qui diffusent l'idée qu'il y aurait une imposition de l'homosexualité de l'extérieur, qu'on prend de l'Occident, conduisant à instituer le rejet de celle-ci comme un moyen de dénoncer un mécontentement vis-à-vis du laxisme de l'État. Donc on voit en fait ici comment il y a une nécessité de politiser à chaque fois ces questions, et c'est pour cette raison que l'anthropologue Patrick Awondo parle de l'homosexualité et ses doubles en Afrique. Donc il évoque en fait une surpolitisation de l'homosexualité pour rendre compte de la façon dont le rejet de celle-ci est en fait inextricablement lié à d'autres enjeux, qu'ils soient politiques, socio-économiques, qui font que des acteurs vont investir cette question et ensuite accroître l'homophobie. Raoul Rao, pour sa part, lui parle d'une valeur plastique et changeante de l'homophobie qui est à la fois mobilisée dans le cadre d'une collaboration impériale. Donc, par exemple, il montre comment, certes, ça a été le résultat d'une imposition coloniale, mais il montre comment des élites locales ont participé aussi à accepter ce cadre et à le diffuser localement. Ou à l'inverse, parfois, l'homophobie est mobilisée dans une forme de nationalisme anticolonial, donc dans des discours politiques, religieux, qui vont dire que l'homosexualité est une imposition occidentale et qu'il faut lutter contre ça dans un discours décolonial, anti-impérialiste. Et donc, dans les deux cas, on voit comment l'instrumentalisation peut servir des projets politiques différents, conduisant dans tous les cas au même résultat pour les personnes concernées, qui va être une augmentation de l'homophobie, de la transphobie. Mais l'idée ici, c'était de redonner de la profondeur historique et contextuelle à ces situations-là pour sortir de la lecture culturaliste qui peut avoir lieu quand on travaille sur ces questions. D'autant plus que, ce dont je vais parler ensuite, donc le cas des réfugiés LGBT+, peut par lui-même accentuer cette division du monde, puisqu'en fait, c'est des personnes qui fuient des contextes LGBT-phobes pour demander une protection dans les pays du Nord. Donc l'idée, avec ce cadrage, c'était de bien essayer de remettre en place ces éléments de contextualisation pour sortir des visions binaires qu'il s'agirait de ne pas revéhiculer avec tout ce que je vais vous dire ensuite pour montrer une réalité plus complexe que ce qui ne peut y paraître. Donc dans ces discours qui visent à remettre en question l'ordre sexuel du monde, donc il y a ceux qui vont se dire dans les pays des Nord, il y a une protection qui n'est pas forcément garantie, une liberté non plus. Dans les pays des Sud, il faut désessentialiser pour sortir de la lecture culturaliste. Et dans ma thèse, j'ai une troisième approche qui était essayer de comprendre, interroger la supposée binarité, pas en s'intéressant au centre ou aux périphéries, mais en s'intéressant à l'expérience du déplacement de l'un à l'autre et voir, pour les personnes concernées, qu'est-ce que ça change effectivement dans leur existence. Donc, rapidement, pour vous présenter juste ma méthodologie et l'enquête que j'ai réalisée dans le cadre de cette thèse, pour vous dire un peu d'où je parle. Donc, j'ai réalisé cette recherche en m'appuyant sur une enquête ethnographique de 3 ans, entre 2017 et 2020, au sein d'une association qui s'appelle l'ARDIS, qui est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement à la demande d'asile sur ce motif particulier de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc, j'ai été bénévole dans l'association. Pendant ces 3 ans, j'ai participé à plein d'activités différentes. Je faisais du suivi de procédure, des cours de français. Je participais à des activités conviviales de l'association. L'idée étant de rencontrer plusieurs personnes qui étaient investies dans cette demande d'asile pour comprendre comment elles ont vécu leur migration, mais surtout cette procédure de demande d'asile particulière. Et donc, pour le plan que je vais suivre dans cette présentation, pour remettre en question cette idée de migration qui serait en soi libératrice, comme je vous ai mentionné en introduction, je vais parler de trois thématiques particulières, et à chaque fois en essayant de montrer comment la religion, parce qu'on est quand même dans le séminaire Migration et Religion, peut affecter ces différentes thématiques dont je vais parler avec vous. Donc la première, c'est la question de l'accès à la demande d'asile sur ce motif-là. Autrement dit, une fois que les personnes sont là, est-ce qu'elles vont automatiquement et facilement demander l'asile sur ce motif ? Le deuxième enjeu, c'est comment sont évaluées ces demandes d'asile, puisqu'en fait, elles vont être soumises au regard des institutions qui vont évaluer leur crédibilité pour savoir si oui ou non on leur accorde le statut de réfugié. Et le troisième enjeu, c'est comment est négociée au quotidien la condition de demandeur d'asile. En gros, qu'est-ce que ça fait être un demandeur d'asile en France aujourd'hui dans les conditions politiques et institutionnelles actuelles, et comment ces personnes vivent au quotidien ce statut de demandeur d'asile. Donc le premier enjeu sur l'accès à la procédure,
L'idée ici va être de vous expliquer qu'avant même la procédure elle-même et de savoir si on se voit octroyer le statut de réfugié ou non, il y a toute une série d'obstacles qui font que les personnes peuvent ne pas arriver jusqu'à cette procédure. Donc il y a évidemment toutes les difficultés liées à la migration elle-même, donc il faut déjà réussir à arriver jusqu'en Europe, donc je ne vais pas développer ces questions-là, j'imagine que vous êtes familière avec ça. Mais il y a une deuxième question qui se pose, c'est qu'une fois qu'on est arrivé en France, le recours à cette demande d'asile se fait pas du tout toujours de façon directe et dans une continuité depuis l'arrivée en France. Donc un des questionnements qui a animé ma thèse a été de comprendre comment certaines personnes en arrivent à demander l'asile, à faire le dépôt, à initier cette procédure particulière une fois qu'elles sont ici, et à en fait réinsérer le recours à cette demande dans les trajectoires biographiques plus larges des personnes, ce qui permet de montrer qu'en fait le recours à cette demande d'asile et le devenir réfugié LGBT+, ne s'explique pas uniquement par des persécutions qui se passent dans le pays d'origine, elle s'explique aussi par plein d'autres éléments qui vont faire dans les parcours des personnes qu'elles vont recourir à cette procédure une fois en France. Ou au contraire, à ne pas le faire. Et c'est surtout sur ça que je vais insister. En effet, donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire des personnes à ne pas se tourner vers cette procédure, ou du moins à ne pas le faire tout de suite. Le premier, c'est le manque d'information. En effet, plusieurs personnes que j'ai rencontrées ne connaissaient pas la demande d'asile, parfois de façon générale, mais surtout ne savaient pas qu'elles pouvaient demander l'asile en tant que personnes LGBT+, persécutées, puisqu'elles associent souvent l'asile à la guerre ou à l'opposition politique. Le deuxième élément, c'est qu'il y a parfois un manque d'information sur le traitement des personnes LGBT+, dans le pays d'arrivée. Et pour plusieurs personnes que j'ai rencontrées, il n'y a pas forcément l'idée que la France ou l'Europe serait une terre de liberté pour les personnes LGBT+, du fait, en fait des persécutions rencontrées dans le pays d'origine qui conduisent des personnes à penser que dans le monde entier, les personnes LGBT+, sont une minorité persécutée, donc elles ne vont pas imaginer qu'il y a une procédure de protection qui pourrait exister à leur encontre. Ce qui influe également aussi sur les craintes potentielles d'aller voir des administrations, en se disant, si je parle à une administration, si je dévoile à l'administration mon homosexualité, qui me dit que je ne vais pas me retrouver en prison ou avoir des problèmes avec la police, comme ça a pu être le cas dans le pays d'origine. Le deuxième élément, c'est la proximité avec les compatriotes. Une fois en France, le fait d'évoquer son orientation sexuelle ou son identité de genre à des compatriotes n'est pas évident, et ça peut inhiber le fait de recourir à ces demandes d'asile. Quatrième élément, c'est le statut migratoire à l'arrivée en France. Donc pour les personnes qui sont arrivées de façon irrégulière, parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir de visa, elles n'ont pas eu le choix d'arriver autrement, le fait d'aller voir une administration pour entamer une procédure peut être inhibiteur, parce que les personnes vont se dire, mais si je suis en situation régulière et que je vais à la préfecture, qui me dit qu'on ne va pas m'arrêter et me renvoyer dans mon pays. Et enfin, toute une série d'hésitations et de craintes associées à cette procédure de demande d'asile. La crainte, comme je vous ai dit, notamment d'une mise en visibilité supplémentaire de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre que les personnes peuvent craindre et du coup ne voudront pas mettre en avant dans le cadre d'une demande d'asile. Ce qui fait qu'on a un certain nombre d'exilés LGBT+, qui de fait pourraient demander l'asile sur ce motif-là, mais ou ne demandent pas l'asile du tout, ou font une demande d'asile qui en fait ne met pas en avant les vraies raisons, un des motifs de leur demande d'asile. Donc ici, le rôle de la religion, c'est qu'en fait, la religion peut accentuer cette inhibition qui va bloquer l'accès à la demande d'asile. Selon plusieurs éléments. Tout d'abord, l'intériorisation de la doctrine religieuse, qui est punitive à l'égard de l'homosexualité, peut participer du sentiment de honte et donc inhiber les personnes dans le fait de mentionner ça à d'autres personnes ou à des institutions. Et ça joue également sur l'environnement dans lequel les demandeurs d'asile évoluent. Donc là, je vais prendre deux exemples rapides. Une première personne que j'avais rencontrée à l'association qui arrivait en disant que sa demande d'asile avait été refusée à l'OFPRA et la CNDA et voulait faire une demande de réexamen. Et donc, en fait, la personne commence à m'expliquer que, mais tu sais, pour les chrétiens d'Afrique, l'homosexualité, c'est un problème. Et donc, il m'explique que quand il est arrivé, il a été aidé par un pasteur d'une église qui lui a dit de ne pas parler de son homosexualité dans sa demande d'asile, mais de faire une demande d'asile politique. Donc, du coup, la personne a inhibé la raison de son demande d'asile en France, ce qui fait qu'il a été rejeté. Autre élément, ça joue parfois sur des présentations partielles d'informations dans la demande d'asile. Donc, par exemple, une personne que j'ai accompagnée, en fait, c'est au bout de 3-4 rendez-vous avec elle qu'il a fini par me dire que quand il était jeune, il a subi des violences sexuelles mises en place par des figures d'autorité religieuse dans l'école coranique dans laquelle il était. Et quand je lui demande pourquoi tu ne l'as pas dit avant,
Il m'explique qu'en fait, il était aidé par un autre Sénégalais en France dans l'écriture de son récit, qui lui avait dit « Ne parle pas de ça, parce qu'il ne faut pas donner une mauvaise image des acteurs, des personnes de l'école coranique en France. » Et donc la personne a restreint son propre récit de vie en lien avec l'inhibition qui était pesée sur elle par son compatriote qui l'aidait. Donc ça peut conduire à passer sous silence totalement ou partiellement l'expérience liée à l'homosexualité ou la transidentité dans la demande d'asile. Et enfin, 2 points importants sur ces effets d'inhibition, c'est qu'il faut avoir en tête que le fait de ne pas dévoiler tout de suite ces questions ou de ne pas introduire sa demande d'asile dès qu'on arrive en France, ça a des conséquences. Premièrement, parce qu'il existe en France un délai d'introduction de la demande d'asile. Donc si une personne introduit sa demande d'asile plus de 90 jours après être arrivée sur le territoire français, elle passe en procédure accélérée. Enfin, elle peut passer en procédure accélérée, ce qui peut l'emmener à avoir des conséquences sur ses conditions de vie matérielles ici, puisque l'OFII peut alors lui refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil et l'accès à un hébergement. Deuxième élément, le fait de craindre de mentionner le fait d'être LGBT+, tardivement dans la procédure d'asile. Donc, par exemple, vous n'en parlez pas à l'OFPRA, vous êtes rejeté et c'est à la CNDA que vous le mentionnez. Ça peut parfois être retenu à charge contre les demandeurs d'asile, puisque certains juges peuvent considérer que le fait de dévoiler tardivement l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ça remet en question la crédibilité de cette orientation sexuelle ou identité de genre. Si la personne est vraiment LGBT+, pourquoi elle ne l'a pas dit dès le début? Donc ça va avoir en fait impacté, ça peut potentiellement avoir des vraies conséquences sur la demande d'asile. Ce qui m'emmène au deuxième enjeu ici, qui est la question de la crédibilité. Et donc comment sont évaluées ces demandes d'asile dans un contexte plus large de suspicion à l'égard des demandeurs d'asile, où on va craindre en fait que leur histoire n'est pas vraie et qu'il faut retrouver la vérité de ce qu'ils disent. Donc rapidement, en termes institutionnellement, donc la demande d'asile sur ce motif, c'est un motif assez récent, ça émerge dans les années 90 dans les pays occidentaux. L'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne figure pas explicitement dans les motifs de la Convention de Genève, donc les 5 qui sont la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique ou le groupe social. Mais c'est finalement à travers ce motif d'appartenance à un certain groupe social que les personnes LGBT+, ont pu être ajoutées au cadrage de la demande d'asile et être reconnues comme des personnes qui peuvent être éligibles au statut de réfugiés. Donc la religion, là, elle joue un rôle, premièrement, à ce niveau-là, de cadrage un peu global, comme le montre le chercheur Jimmy Charruot, qui montre que dans l'examen de est-ce que dans tel pays, les personnes LGBT+, constituent un groupe social au sens de la Convention de Genève, ce qui permet ensuite de pouvoir donner le statut de réfugié à une personne individuelle qu'on étudie, la religion peut jouer dans la reconnaissance du groupe social, puisqu'on ne reconnaît pas uniquement un groupe social dans les pays où il y a des législations qui pénalisent l'homosexualité, on peut aussi reconnaître le groupe social dans des pays où il n'y a pas de persécution sous forme de loi qui condamne, mais où il y a une forte stigmatisation sociale. Et dans ce cadre-là, les juges et les personnes qui font les jurisprudences vont essayer de voir comment la religion et l'hostilité religieuse à l'égard des minorités sexuelles et de genre peut être un indice de cette stigmatisation sociale qui peut conduire à la reconnaissance et au fait d'établir qu'il y a un groupe social dans ce pays. Une fois le cadrage établi, il faut encore étudier les cas individuels. C'est-à-dire que chaque personne doit pouvoir prouver qu'elle-même, elle craint des risques de persécution si elle retourne dans son pays. Il s'agit alors ici, comme l'ont montré Didier Fassin et Karolina Kobliński, de juger de la vérité d'une victime. Dans le cadre des personnes LGBT+, il y a plusieurs critères qui vont être mis en avant pour savoir comment on juge cette crédibilité. Et savoir c'est quoi un récit de soi crédible d'une personne LGBT+, persécutée. Donc, sous-entendu, qui a vraiment des craintes de persécution, sous-entendu, qui est vraiment LGBT+. Ou en tout cas, qui donne des signes qui pourraient faire penser un faisceau d'indices, comme les acteurs de l'asile disent, qui pourraient faire penser qu'elle l'est vraiment. Donc dans ces cadres-là, il y a plusieurs éléments qui vont jouer dans le registre de crédibilité. Tout d'abord, il faut être capable de parler de choses très intimes, ce qui est déjà un premier obstacle potentiel, puisque les personnes vont être questionnées sur leur relation amoureuse ou la façon dont elles ont pris conscience de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc c'est une des questions qui arrivent au tout début. Comment vous avez pris conscience que vous étiez attiré par les garçons ou par les filles, que vous étiez différent, etc. Ce qui en soi est déjà un exercice de réflexivité sur soi qui peut être très difficile. Deuxième élément, il faut faire ce que j'appelle un apprentissage du statut de victime, c'est-à-dire être capable de s'approprier le continuum des persécutions
et de qu'est-ce qu'on peut mettre en avant qui peut permettre de justifier qu'on craint d'être persécuté. Et souvent, les personnes pensent à mettre en avant les persécutions physiques, mais pas tout ce qui relève de la stigmatisation, du harcèlement psychologique, etc. Donc les insultes, la mise à l'écart intrafamilial, la pression psychologique, le harcèlement quotidien, et les personnes ne pensent pas forcément à le mettre en avant, et il faut en fait faire tout un travail de qu'est-ce qu'il faut que je dise pour entrer dans ces cas de la demande d'asile. Ici, donc là, la religion peut encore avoir un rôle parce qu'elle peut jouer dans certaines persécutions spécifiques que vont subir ces personnes-là. Donc que ce soit par des agressions qui sont mises en place par des personnes au nom de principes religieux, des persécutions dans le cadre familial au nom de principes religieux, tout ce qui va être les pratiques de ce qu'on appelle les thérapies de conversion sexuelle, donc terme qui recouvre tout un ensemble de pratiques qui sont mises en place avec une signification plus ou moins religieuse et très variée de pratiques pour essayer de rendre les personnes hétérosexuelles et de les faire sortir de leur homosexualité, avec des pratiques psychologiques, physiques très souvent dégradantes. Tout ce qui est également de l'ordre des malédictions qui sont lancées sur les familles des personnes homosexuelles, l'interdiction d'accès à des lieux de culte. Donc en fait, des formes de persécution de la religion qui contribuent à l'exclusion sociale des personnes. Donc ça fait là aussi un autre facteur qui peut peser dans l'appréciation de la religion, dans l'appréciation de la demande d'évaluation, puisque les juges vont pouvoir se saisir de ça pour établir qu'il y a des craintes de persécution si les personnes retournent dans leur pays. Troisième élément dans ces discours sur soi qu'il faut préparer, c'est l'épuration des trajectoires migratoires. Donc j'entends par là le fait qu'il faut faire attention aux formulations que les personnes mettent en place pour ne pas laisser peser le soupçon que la migration pourrait être économique. Donc des formulations du type je vais en France pour une meilleure vie, pour trouver un travail, etc. Les associations leur conseillent de dire il ne faut pas que je dise ça parce que ça va être... Alors même que ça pourrait être toute migration, les chercheurs sur l'immigration ont montré les multiplicités des motifs de migration, mais un vrai réfugié ne peut être que réfugié dans les cloisonnements et les hiérarchisations des catégories migratoires. Autre élément, c'est la recherche d'un sujet qui souffre de sa différence. Donc il y a une attente souvent que les personnes dans les questions de découverte de l'homosexualité, que les personnes, en découvrant qu'elles étaient différentes, ont souffert de cette différence-là. Et là, ça rejoint toute la question on recherche la vérité d'une victime. Donc par exemple, dans des notifications de rejet de demande d'asile, on peut voir des déclarations de ce type. Toutefois, les déclarations de l'intéressé ne permettent pas de tenir pour établi les faits allégués. L'intéressé a évoqué le vécu de son homosexualité à l'adolescence de manière peu personnalisée, notamment questionné sur l'évolution de son sentiment de différence, alors même qu'il a expliqué la perception négative de l'homosexualité en Côte d'Ivoire, ces dires sont demeurés peu détaillés. Et dans ce cadre-là, la religion peut encore une fois être mobilisée, notamment avec l'idée que la représentation qu'il y aurait une incompatibilité essentielle entre la religiosité et l'homosexualité, ce qui fait que certains acteurs de l'OFPRA ou de la CNDA peuvent avoir des représentations stéréotypées sur ces questions, ou alors interroger directement les demandeurs d'asile. Donc par exemple, une question qui revient très fréquemment, c'est vous dites être religieux, comment vous conciliez votre religion et votre homosexualité ? Ce qui nécessite aux personnes de faire tout un développement spirituel, théologique. En fait, c'est très compliqué à répondre comme question à laquelle à répondre. Deuxième élément, le maintien d'une pratique religieuse en France peut parfois être vu comme peu crédible aux yeux de certains juges ou agents de protection, et donc va emmener à jeter un doute sur l'homosexualité. L'idée étant que dans l'image d'une incompatibilité essentielle entre religiosité et homosexualité, une personne qui continuerait à être croyante et pratiquante en France, est-ce qu'elle serait vraiment homosexuelle ? Le troisième élément, c'est comment l'environnement religieux peut négocier sur cette question du sentiment de différence, comme je vous ai dit. Donc là, c'est un autre exemple de rejet de demande d'asile, où dans la notification, on peut voir « Il ne ressort pas davantage de ces déclarations que la découverte de son orientation sexuelle alors qu'il était à l'école coranique ait suscité chez lui un questionnement particulier. Cette absence d'introspection alléguée semble singulière compte tenu de la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, dont au demeurant l'intéressé a conscience. » Donc on voit ici comment le facteur religieux rejoue dans cette question de il faut un parcours qui est marqué par la souffrance de la découverte du sentiment de différence. Alors même que si dans beaucoup de cas ces parcours-là sont vrais, ils ne sont pas vrais pour tout le monde. Donc là par exemple Leïla, qui est une réfugiée, qui m'explique en entretien, par exemple l'OFPRA m'a dit la première fois que tu t'es sentie lesbienne.
bah, j'ai jamais senti que je suis pas normal en fait. Il n'y a pas une sensation de première fois. Il y a eu, je sens qu'il y a quelque chose pour les gens qui n'est pas normal, mais pour moi c'est normal, tu vois. Quand j'étais petite, je draguais les filles, j'étais comme ça. Les filles, elles me regardaient et tout, mais non, t'es un garçon. Non, je suis une fille, mais je drague. C'est quoi le problème, tu vois? Donc en fait, il y a beaucoup de discours et de subjectivation de soi qui ne sont pas forcément faits sur un mode du problème ou de la souffrance, et qui du coup peuvent parfois être emmenés à être vécus comme, perçus comme non crédibles par les institutions. Enfin, un des derniers éléments, c'est la question des précautions et des prises de risques. Donc en fait, dans une appréhension de la réalité où les minorités sexuelles et de genre sont avant tout perçues comme des victimes effectives ou potentielles de persécution, on accorde peu de place à leur marge de manœuvre dont elles disposent au quotidien pour évoluer dans les contextes de leur pays. Et donc par exemple, l'idée qu'il serait quasiment impossible d'entretenir des relations homosexuelles dans tel ou tel pays en raison du niveau de risque encouru, notamment s'il y a une pénalisation par exemple, ça va souvent affecter la crédibilité comment sont perçus les discours des personnes, et on attend souvent d'elles qu'elles ont mis en place toute une série de précautions pour cacher l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc on leur demande quelles précautions vous avez mis en place pour que votre relation reste cachée avec votre compagne ou votre compagnon dans votre pays. Et donc il faut développer toutes ces stratégies de gestion d'une double vie et comment on met ça en place. Et là, en fait, la difficulté, c'est que dans une telle configuration, les propos des requérants sont tenus en tenaille entre deux injonctions contradictoires, parce que d'un côté, il faut rapporter suffisamment d'expérience de la vie homosexuelle, trans, bisexuelle, etc., pour avoir un peu de la matière biographique et montrer qu'on est vraiment LGBT+. Mais en même temps, il faut à chaque fois justifier tous ces événements qui sont perçus dans un cadre où on considère que c'est peu probable qu'ils aient eu lieu. Donc il faut vraiment expliquer comment ça a été possible qu'on ait eu une relation cachée pendant tant d'années, etc. Et donc là, on voit comment il y a une difficulté d'injonction contradictoire, au point même que ça conduit certaines personnes à simplifier volontairement leur propre expérience, à ne pas mentionner des réalités si elles ont eu une relation très très longue de plusieurs années, et à ne pas le dire, par crainte que l'institution va trouver ça un peu étonnant, ou de ne pas réussir à pouvoir justifier à chaque fois cette relation. Et du coup, en fait, on a une sorte de cercle vicieux où les représentations des institutions s'auto-alimentent, puisque les personnes, stratégiquement, pour maximiser leurs chances, essaient de répondre à ce qu'elles pensent que vont être les attentes des institutions, et les institutions voient dans les discours des personnes qui s'adaptent une validation de leur propre représentation. Donc on voit ici, en fait, la difficulté de cette question de la crédibilité. Donc on voit ici en fait les conséquences de cette raison humanitaire et comment en fait le fait de chercher des vraies victimes, ça va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que ça va rendre inaudible d'autres formes de discours sur soi, et ça va resserrer les taux de la crédibilité. Deuxième élément, c'est que ça montre que, bon là c'est pas spécifique aux demandes d'asile LGBT+, mais que le vraisemblable du point de vue des institutions est en fait souvent atteint uniquement après avoir s'être beaucoup préparé. Donc en fait, on essaie d'être authentique, mais pour être vraiment authentique dans ce cadre-là, il faut souvent avoir eu beaucoup de préparation. Et le deuxième élément, c'est que ça va augmenter les inégalités entre les demandeurs d'asile et les demandeurs d'asile elles-mêmes, puisque tout le monde n'aura pas forcément accès à des aides associatives ou à une facilité du discours sur soi qui permet de répondre à toutes ces attentes pour créer un discours qui est crédible aux yeux des institutions. Et le troisième élément dont je vais essayer de discuter, c'est la condition de demandeur d'asile au quotidien. Donc ici, l'idée, c'est de montrer c'est quoi les implications quotidiennes de ce statut de demandeur d'asile, qu'est-ce que ça fait de passer par cette procédure qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ce n'est pas une procédure qui est réglée en 3 semaines, c'est vous demandez l'asile, il faut le temps d'être convoqué à l'OFPRA, ensuite il faut recevoir l'entretien, ensuite vous attendez la réponse à l'entretien, ensuite si c'est un rejet, il faut introduire le recours devant la CNDA, vous pouvez attendre encore plusieurs mois avant d'être convoqué, donc les gens en fait sont demandeurs ou demandeuses d'asile pendant un temps assez long. Pendant tout ce temps, donc la demande d'asile, ça se caractérise par quoi dans le contexte actuel français? Premier élément, c'est le stress et l'incertitude lié à l'issue de la procédure. Est-ce que je vais avoir mon statut? Est-ce que je vais pouvoir rester ici? Ou est-ce que je vais devenir illégal? Et l'instabilité administrative que ça génère. Le deuxième élément, c'est l'ennui et l'attente qui durent pendant ces procédures d'asile, puisque les personnes n'ont pas le droit de travailler pendant leur demande d'asile, sauf cas très exceptionnels. Il faut faire des demandes à la préfecture qui doivent être examinées, etc. Deuxième élément, et qui est une conséquence de ce fait d'interdiction de travailler, c'est une forte précarité matérielle qui est à la fois financière et résidentielle.
D'une part, parce que l'ensemble des demandeurs d'asile ne se voient pas proposer une solution d'hébergement par les acteurs publics, et donc certains dorment à la rue ou sont dans des sous-locations informelles, et d'autre part, parce que l'allocation pour demandeurs d'asile est très faible, entre 6,80 € et 14,20 € par jour, ce à quoi s'ajoute l'impossibilité légale de travailler. Enfin, autre élément, vous avez une forte solitude qui peut parfois exister, accrue pour les personnes LGBT+, qui parfois ont des craintes avec leurs compatriotes en France. Et tout ça va conduire à accroître leur vulnérabilité en tant que personnes LGBT+, en France. Dans ce cadre, la religion a un rôle assez ambigu, pour 3 raisons. Parfois, la religion, en fait, c'est associée à une forme de continuité de la marginalisation et des craintes en France. Donc la religiosité des compatriotes est parfois perçue comme une menace qui conduit certains demandeurs d'asile à éviter de trop fréquenter ces cercles sociaux-là, ou alors à tenir cachée leur orientation sexuelle ou leur identité de genre en France. Ces éléments qui sont couplés aux expériences de persécution dans le pays d'origine peuvent conduire des personnes à se saisir du fait d'être en France pour réussir à se couper et s'émanciper de la religion, et sur cet aspect-là, commencer une sorte de nouvelle vie ici, par une mise à distance de la religion. Pourtant, toutes les personnes ne s'inscrivent pas dans ce discours, dans cette pratique de mise à distance de la religion, une fois en France, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, la religion peut devenir une source de résilience, à la fois dans sa dimension spirituelle et sociale, pour faire face à toutes les difficultés associées à la demande d'asile. Donc j'entends par là sur plusieurs aspects. D'abord, les cercles de sociabilité religieuse peuvent donner accès à des ressources matérielles qui permettent de compenser les manques dont j'ai parlé auparavant liés à la procédure. Donc j'ai eu beaucoup de cas de personnes qui me disaient dormir dans une église, dormir à la mosquée, ou alors avoir des personnes dans ces lieux de culte qui leur donnent de la nourriture, etc. Sans forcément toutefois que les personnes en question soient au courant de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre des personnes. Mais en tout cas, le cercle religieux peut donner accès à des ressources. Deuxième élément, ça permet de sortir de l'isolement. Sur plusieurs aspects, par exemple, les fêtes religieuses sont souvent perçues comme des événements importants pour faire et garder du lien social et éviter l'isolement. Et donc, des personnes vues à l'association peuvent organiser des événements liés à des fêtes religieuses entre personnes de l'ARDIS, donc entre personnes LGBT+, de la même religion, originaires de la même région, et ça va en gros marquer des temps sociaux de sociabilité pour faire face à l'isolement. Deuxième élément, c'est aussi un enjeu pour des personnes qui, là je ne vais pas lire l'entretien, donc Bilal et Yacine, Bilal qui m'explique qu'en fait il a très peur qu'on découvre son homosexualité en France, parce qu'il a des cousins et de la famille qui sont en France, et il cache le fait qu'il est en demande d'asile, pour pas que les personnes lui demandent pourquoi tu fais une demande d'asile, en expliquant qu'il ne veut pas perdre le lien de cette famille-là, et notamment les invitations aux fêtes religieuses à l'Aïd qu'il a par ce réseau-là, car en gros, il explique qu'il ne peut pas tout perdre. En gros, il a trop perdu déjà en quittant son pays, en termes de liens sociaux, et là, c'est les derniers liens qui lui restent, et il ne veut pas prendre le risque de les perdre s'il venait à savoir son homosexualité. Et donc ici, ça permet de rappeler que dans des conditions, des conditions d'existence très contraintes, la révélation de l'homosexualité ou de l'identité de genre peut avoir un fort coût que les personnes ne sont pas prêtes à assumer. Autre élément, ça permet de faire face très concrètement à l'ennui. Donc par exemple, Fatima m'explique, donc en entretien, je lui demande pendant tes journées ici, tu fais quoi pendant qu'elle est en demande d'asile? Rien. Je suis fatigué de rester toute seule à la maison. J'avais pas l'habitude déjà au Sénégal parce que je travaillais. Quand je suis venu, je suis coincé à la maison, ça me fait chier. Des fois, je pleurais, c'est difficile, des fois. C'est la raison pour laquelle je sors plus pour aller vers l'église et prier, revenir, que de rester là-bas. Ah, donc tu vas plus souvent à l'église maintenant? Oui. Ici que quand tu étais au Sénégal. Au Sénégal, je partais tous les dimanches, parce que je travaille pas les dimanches. Sauf quand j'allais en boîte avec les filles. Les dimanches, je dors, je dis la vérité, parce que j'étais fatigué. Je pouvais pas aller à l'église. Mais ici, j'ai plus de temps d'aller à l'église, parce que je n'ai rien à faire, ça me saoule. Donc là, tu vas à quelle fréquence? Tous les dimanches ou plus souvent? Plus les mardis, jeudi des fois, vendredi et les samedis, les dimanches, je suis tout le temps avec. Voilà. Et donc là, on voit comment, en fait, la religion crée des nouvelles formes de sociabilité, enfin, une évolution des pratiques en conséquence de la demande d'asile elle-même.
Enfin, il y a également un appui spirituel qui peut être mobilisé via la religion, où le rapport à Dieu et à la spiritualité est vu comme une force pour faire face aux difficultés de la demande d'asile, que ce soit les difficultés quotidiennes, l'angoisse de l'attente de la réponse de la demande d'asile, les difficultés qui ont été liées à la migration, etc. Et donc là, on a un paradoxe qui est assez important à mettre en avant, qui est que alors que les institutions de l'asile peuvent parfois avoir tendance à attendre dans la recherche d'un discours de crédibilité des personnes LGBT+, que les personnes qui arrivent ici stoppent la pratique religieuse, on voit en fait que non seulement la pratique religieuse est parfois maintenue, mais en plus c'est la religion qui est vue comme une ressource pour faire face à des difficultés posées par la procédure d'asile elle-même. Et enfin, un troisième élément, et après je conclurai là-dessus, qui est une sorte de recomposition des pratiques religieuses en France. Donc là, un exemple très intéressant de Michael, donc, qui vient d'Ouganda, qui m'explique. Donc oui, je vais à l'église. En Ouganda, s'ils savent que tu es une personne LGBT+, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père lui-même était beaucoup trop chrétien, peut-être qu'il pensait même qu'un jour j'allais devenir prêtre, ce que je ne suis pas devenu, il rigole. Donc en Ouganda, les églises, ça sera très très difficile pour toi d'aller dans une église et que le prêtre ne te parle pas d'homosexualité comme quelque chose qui soit mal, que l'homosexualité a tué des personnes, que l'Europe a apporté de l'argent ici, en lien avec tout ce que je vous ai dit au début, quand on perçoit que l'homosexualité serait une imposition occidentale. Tu vois ? Donc j'ai décidé de quitter l'église. À chaque fois que... Non, pardon. J'aurais pu faire ma traduction. À chaque fois que tu vas là-bas, même si tu sais pas, même s'ils ne savent pas que toi, tu es LGBT+, ils peuvent en parler et à la fin, tu vas garder ça en tête. Donc j'ai abandonné l'église depuis longtemps. Donc quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais essayer de faire des recherches. Je me suis dit, on ne sait pas, allons voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc j'ai cherché une église où les gens parlent en anglais. Je suis allé à l'église, j'y suis allé, j'ai écouté. Je les ai écoutés parler, je suis parti. Une deuxième fois, je suis retourné, j'ai écouté. Et tu vois, et j'ai vu que ce sont des bonnes personnes. Ils font des prêches sur des choses qui concernent plein de sujets, mais qui ne concernent pas l'homosexualité. Et pour les nombreuses fois, j'y suis allé. Donc il y a cette dame là-bas où j'y vais qui m'aide, mais ce n'est pas ma vraie histoire. Elle m'aide, parfois elle me donne des vestes, des choses, etc. Donc ça fait partie des personnes avec qui je suis en contact ici. Et donc là, ici, on voit même une évolution inverse de ce qu'on pourrait penser, qui est que la migration en France a pour conséquence un retour à l'Église en espérant trouver des espaces de croyance où l'homosexualité est, si ce n'est compatible, en tout cas moins frontalement attaquée par les acteurs religieux. Et donc si certaines personnes vont s'éloigner et s'émancipent de la religion et de son caractère oppressant à leur arrivée en France, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et parfois, c'est pas tant en fait une rupture qu'une sorte de nouvel arrangement dans un nouveau rapport à la religion ou à Dieu. Donc, par exemple, les personnes peuvent choisir de mettre à distance les organisations religieuses sans pour autant couper toute relation personnelle, individuelle avec Dieu selon leurs différentes croyances. En conclusion, donc, à l'issue de cette présentation, on peut voir que l'expérience migratoire des personnes qui demandent l'asile sur ce motif-là ne relève pas d'un simple mouvement de libération. Alors que la migration internationale vers un pays du Nord est souvent appréhendée comme une cause d'émancipation pour les minorités sexuelles et de genre qui tentent de s'y réfugier, il apparaît que dans un contexte de politique migratoire et d'asile restrictive, l'arrivée en France est loin d'être synonyme de libération. D'abord parce qu'il y a des obstacles au fait d'accéder à la demande d'asile elle-même, ensuite parce qu'on n'est pas du tout sûr d'obtenir le statut de réfugié, et enfin parce qu'on fait l'épreuve d'une nouvelle forme de précarité, voire même de marginalisation sociale en tant que demandeur ou demandeuse d'asile. Dans ces parcours, la religion elle a un rôle assez ambigu, puisqu'elle peut à la fois continuer d'être source de mal-être, mais à la fois devenir pour certaines personnes une source de résilience. Elle peut à la fois faciliter la demande d'asile et en même temps l'entraver. Et on voit également qu'on a une diversité d'évolution des pratiques avec la migration, au-delà de la simple rupture ou de la simple image d'émancipation, puisque selon les parcours personnels, le rapport à la religion peut être recomposé, maintenu de façon très différente. Merci pour votre attention. Je vous ai mis ici des références bibliographiques sur la question. Eh bien, merci Florent. On s'aperçoit une fois de plus que l'observation de terrain, l'écoute des personnes, ça apporte évidemment un regard
très différent de la simple lecture des documents écrits, des documents légaux, etc. Et ça, c'est de la géographie, mais très anthropologique déjà. Hein. Je m'adresse à Corinne Fortier. J'ai oublié tout à l'heure de dire que Corinne Fortier, non seulement est anthropologue, mais qu'elle a une formation de psychologue et même de psychanalyste, je crois. Et que ça encore, ça va évidemment enrichir votre regard. Donc, nous vous écoutons. Bien, alors donc, je vous remercie déjà François Héran de m'inviter à son séminaire. Alors moi je suis, comme ça a été dit, anthropologue et je suis spécialiste en particulier de l'islam et on va dire du monde arabo-musulman. Et j'ai fait deux terrains peut-être beaucoup plus approfondis, l'un en Mauritanie, sur la société de Mauritanie, et un autre sur l'Égypte. Donc je reviendrai peut-être aussi plus particulièrement sur ces deux pays. Alors je vous parlerai de sujets qui sont assez peu traités par les anthropologues ou les islamologues d'ailleurs, qui concernent le statut de l'homosexualité. Le statut de l'homosexualité, il y a déjà pas mal de références, surtout aux États-Unis sur le sujet. Mais moi, je me suis aussi plus spécialisée sur la question de la transidentité, les représentations de la transidentité. Et on va voir du troisième genre, qui est une catégorie anthropologique, mais j'y reviendrai, en islam. En même temps, aussi traiter de la transidentité dans ces pays, c'est aussi, on va le voir et je l'expliquerai pourquoi, c'est aussi partie liée avec l'homosexualité. Alors, donc je vais revenir au texte classique, c'est-à-dire le Coran. Alors, je pense que vous êtes familiers pour beaucoup des sources religieuses de l'islam, mais le Coran est absolument fondamental pour les musulmans parce que c'est la parole même de Dieu, donc c'est le verbe divin. Donc il y a une sacralisation très grande du Coran et donc c'est la première source de référence pour les musulmans. La deuxième source, qui est très importante aussi, c'est celle qu'on appelle Sunna, donc qui est liée au prophète, c'est-à-dire tout ce qui a trait au comportement du prophète, et les hadiths, qui est une partie de la Sunna qui concerne les dires du prophète. Le prophète étant l'équivalent pour les musulmans du Christ pour les chrétiens, avec aussi une très très grande dévotion et comme un symbole et aussi une source d'inspiration et de modèle pour les musulmans. Et puis, il y a la troisième source qui est importante et qui est souvent biffée par les islamistes alors qu'elle est extrêmement importante dans l'islam. C'est le droit musulman, qui est plus humain puisqu'il est fait par donc des jurisconsultes et qui a lui-même, c'est intéressant parce que dans le droit musulman, il y a aussi comme source de référence la coutume. Donc là, même si l'islam, le religieux, là, il y a bien sûr des principes et le droit musulman se réfère au Coran et bien sûr au hadith, mais aussi à la coutume qui est aussi une source de loi. Donc voilà, c'est pour présenter un petit peu brièvement comment fonctionne un petit peu la pensée musulmane qui est aussi très juridique et très scolastique. Et donc, si je reviens à la question de la transidentité ou de l'homosexualité dans l'islam, il n'y a rien dans le Coran sur les questions, on va dire, trans, mais de toute façon, c'est une sorte de... C'est des catégories, je reviendrai aussi, très modernes pour parler de ça, mais par contre, il est question d'une certaine forme d'homosexualité, c'est-à-dire que l'homosexualité n'est pas considérée comme une identité, mais elle est liée à une pratique sexuelle, qui est donc en l'occurrence entre hommes et qui concerne la sodomie. Et donc il y a une sourate dans le Coran qui a trait au peuple de Lut, qui est aussi donc Lot dans la Genèse aussi, donc qui est pas seulement musulman, mais qu'on retrouve aussi dans les monothéismes. On considère donc que ce peuple s'est adonné donc à une pratique qui est considérée comme une abomination. Puisque le terme même en arabe de sodomite, louti, renvoie justement au peuple de Lot. Donc je cite ce verset du Coran, je ne vais pas citer précisément le verset,
Lot, quand il dit à son peuple, « En vérité, par concupiscence, vous commettez l'acte de chair avec des hommes et non avec des femmes. Vraiment, vous êtes un peuple impie. » Donc en islam, il y a donc une condamnation de l'homosexualité, comme dans les autres monothéismes. Et pourquoi aussi, il y a toujours cette idée, les anthropologues le savent bien, depuis Françoise Héritier, Maurice Godelier, etc., et d'autres, que la question centrale pour toute société, c'est de se reproduire. Et encore aujourd'hui, pour une reproduction de la société, une reproduction physique, il faut une différence des sexes, il faut un homme et une femme, il faut des gamètes différents. Encore aujourd'hui, même quand on fait des PMA dans des labos, on utilise toujours du sperme et un ovocyte, c'est-à-dire des gamètes des deux sexes. Et donc, bien sûr, la question, l'homosexualité n'entre pas dans cette fonction absolument vitale et primordiale de chaque société, qui est de se reproduire. Et à mon avis, c'est bien sûr un des éléments fondamentaux qui fait qu'elle n'est pas acceptée traditionnellement par la plupart des sociétés, et que c'est aujourd'hui, par des combats récents dans l'humanité, y compris en Occident, qu'on a une acceptation donc de cette identité homosexuelle ou transidentitaire. Alors, là, comme je l'ai dit, les questions d'une homosexualité qui est liée à la sodomie, donc c'est pas une identité, mais c'est une pratique sexuelle, donc masculine, et il est très très peu fait, il n'est jamais fait allusion de l'homosexualité féminine, parce qu'en fait, justement, on considère que la sexualité entre femmes n'en est pas une, puisque juridiquement, la sexualité en islam est liée à la pénétration. Or, donc dans les descriptions des pratiques des femmes lesbiennes, par exemple chez Tifachi, qui est un auteur du XIIe siècle, dans son livre « Les délices des cœurs par les perceptions des cinq sens », que vous trouvez en français souvent là dans les librairies, qui décrit les pratiques érotiques de ses contemporains. Eh bien, les femmes lesbiennes sont décrites comme celles qui se frottent. Donc, comme il n'y a pas de pénétration d'un point de vue juridique, il n'y a pas de sexualité. Donc elles ne sont pas dans les radars de l'homosexualité. Alors plusieurs pays musulmans condamnent légalement l'homosexualité. Je ne vais pas faire la liste complète et ça varie, mais il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Yémen, l'Iran, l'Afghanistan, la Mauritanie. Le Soudan, la Somalie et bien d'autres, et qui sont parfois punis de peine de mort. Alors en même temps, c'est facile de dire ça et ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des pays qui condamnent l'homosexualité et qui finalement, heureusement, ne pratiquent pas ces condamnations. Par exemple, je pense à la Mauritanie, où j'ai travaillé, où il y a une catégorie aussi de la population qu'on appelle les gordigans, donc qui participent de ce troisième genre dont je parlerai aussi après, qui sont... Gordigan en Wolof, ça veut dire homme-femme. Donc c'est des personnes qui sont extrêmement efféminées, qui ont un rôle et une fonction sociale dans les mariages, qui jouent un peu les fanfarons, qui jouent de la musique, etc. Et qui sont complètement acceptées par la société et qui ont des pratiques aussi de type homosexuel, et en même temps dans un pays donc, qui condamne qui pénalise l'homosexualité. Donc voilà, vous voyez qu'il y a... Alors, et de l'autre côté... Alors je vais quand même peut-être déjà dès maintenant dire ce que j'entends par troisième genre ou troisième sexe. Alors cette catégorie, je l'emploie beaucoup parce qu'elle me semble très intéressante. C'est une catégorie anthropologique, une catégorie donc scientifique, qui a été émise tout d'abord par un anthropologue américain et en même temps aussi par un anthropologue québécois qui travaillait sur les Inuits, Sérère d'Enclure, dans les années 90, à propos justement des Inuits qui ont une sorte de troisième genre. Les enfants, au début, quand ils naissent, ne sont pas sexués. Donc il y a toute une théorie de la sexuation des enfants qui est liée aux ancêtres, etc., qui est très compliquée. Et donc il a parlé, c'est un des premiers à avoir parlé de troisième sexe, et de même Gilbert Hert, qui est un anthropologue américain qui dans les années 90 donc, a publié un livre sur Third Sex, Third Gender, et qui montre justement que dans de nombreuses sociétés, et les sociétés musulmanes n'y échappent pas,
mais il existe des figures de troisième genre. De troisième genre, c'est-à-dire des personnes qui sont considérées comme ni hommes ni femmes, ou bien un peu homme, un peu femme, et donc qui ont un statut particulier dans la société et qui sont acceptées. Mais dans le cadre de cette fonction et dans le cadre de ce vocable dans lequel elles sont désignées. Et souvent, ces personnes, c'est pour ça, ne se désignent pas comme homosexuelles. C'est pas une identité qui serait internationalement revendiquée. Ça, c'est quelque chose de très moderne. Mais on trouve beaucoup de figures, finalement, de personnes homosexuelles ou de groupes dans les sociétés, et parfois qui ont même des pouvoirs sacrés, chamaniques, etc. Bon, là, en dehors de l'islam, bien sûr. Et qui sont acceptés, mais dans une fonction particulière et surtout aussi sans se dire homosexuel, sans se revendiquer comme tel. Alors je disais tout à l'heure qu'on peut avoir la Mauritanie, par exemple, qui est un pays qui pénalise l'homosexualité et finalement aussi qui tolère enfin une certaine forme de groupe social de troisième genre. Et inversement, enfin je dirais que de manière un petit peu inversée, on a l'Égypte qui, elle, ne condamne pas l'homosexualité, mais qui, par contre, pratique énormément de rafles d'homosexuels, d'emprisonnement, de condamnation. Au motif, là, non, légalement, non pas parce que l'homosexualité est interdite, mais souvent de troubles à l'ordre public, de troubles à l'ordre moral, etc. Donc, voilà, donc à chaque fois, bien sûr, il faut rentrer, les anthropologues savent très, très, très bien ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut rentrer dans le fonctionnement social et les représentations et les pratiques sociales. C'est pas parce qu'un pays condamne l'homosexualité qu'il le pratique réellement, et inversement, il y a beaucoup de pays qui ne pénalisent pas, mais qui emprisonnent, qui persécutent et qui harcèlent des personnes homosexuelles. Donc les réalités sont toujours beaucoup plus complexes. Alors pour parler du Caire, par exemple, il y a, en 2014, par exemple, il y avait une journaliste de la télévision égyptienne qui filmait l'arrestation, à son instigation, d'un groupe de 33 hommes qui étaient montrés dans leur état de nudité dans un hammam gay. On sait aussi qu'en 2001, il y avait une très grande rafle de 52 hommes sur une péniche du Nil, qui est appelé le Queen Boat, qui est aussi un lieu de rencontre homosexuelle. Ou encore, le 15 juillet 2017, on a une militante lesbienne et fondatrice de l'association Solidarity with Egypt LGBT Initiative, qui a fait un coming out sur les réseaux sociaux. Et en fait, peu après, elle a reçu des menaces de mort, alors que oui, aussi son père, qui d'ailleurs la soutenait dans sa démarche de coming out. Et donc cette personne, par ailleurs, a migré au Canada, et où elle a eu le statut de réfugiée. Et ayant été emprisonnée au Caire pendant 3 mois, elle a subi des tortures. En fait, elle s'est suicidée peu de temps après sa migration au Canada, tellement, bien sûr aussi, même si elle avait réussi à avoir un statut de réfugiée, elle était marquée, bien sûr, par ce trauma qu'elle avait subi en prison et en tant que femme homosexuelle. Donc aussi, bien sûr, même dans la migration, les traumatismes, c'est pas parce qu'on échappe physiquement aussi à un pays que les traumatismes psychologiques ne continuent pas au-delà des frontières. Et ça, je pense que c'est aussi un élément extrêmement important. Alors, je pense qu'il faut comprendre, il y a quelque chose de très paradoxal et en même temps qui est très humain, on va dire, c'est que dans nombreuses sociétés, donc arabo-musulmanes, l'homosexualité finalement est tolérée, mais quand elle est pratiquée de façon discrète et non pas quand elle est revendiquée comme identité à part entière ou affichée publiquement. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, dans beaucoup aussi de voyageurs occidentaux qui ont voyagé dans le monde arabe. Ils ont souvent été, d'ailleurs, en tant qu'occidentaux, souvent étonnés
de certaines pratiques sexuelles de type homosexuel dans le monde arabe, qui auraient été condamnées finalement en Occident et qui ne l'étaient pas, qui étaient pratiquées comme telles dans certains pays du monde arabe, pas tous. Voilà, donc, et en même temps, dans un pays justement musulman où finalement on s'attendrait peut-être pas à ce genre de pratique. Alors, donc il faut distinguer ces pratiques et puis voilà, cette question de s'afficher comme homosexuel et de revendiquer une identité, qui est tout à fait autre chose. D'où la difficulté, ce qui a été dit tout à l'heure, peut-être pour les migrants aussi qui arrivent ici, d'afficher une identité d'homosexuel, alors même que dans leur pays, c'est justement ce qu'il y a de plus tabou, ce qu'on ne peut pas faire. Donc venir ici et demander à ce qu'ils prouvent quelque chose qui est quelque chose d'indicible, parce que en effet, sinon c'est la mort qui vous attend. C'est aussi extrêmement compliqué pour les personnes migrantes parce qu'il n'y a pas du tout cette même perception de l'homosexualité dans les pays occidentaux et dans les pays d'origine. Alors, je rappellerai aussi, par exemple, qu'en France, lors de l'officialisation du mariage homosexuel, eh bien, l'Union des organisations islamiques de France avait, comme aussi certains catholiques, voté contre la loi du mariage pour tous, justement toujours sous prétexte que ça allait détruire la civilisation, la société, etc. Alors, mais donc en fait, il y a cette condamnation, elle existe toujours du point de vue des autorités religieuses. Et donc ce n'est pas dans le monde arabe qu'on va trouver un islam inclusif qui va inclure les homosexuels ou les personnes trans, mais bien plutôt dans les pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis, où bien sûr il y a des musulmans, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Europe et notamment en France, où par exemple une mosquée inclusive avait été créée par Ludovic Mohamed Zahed, d'ailleurs qui était sociologue à l'UHESS et imam. Il a publié des livres d'ailleurs sur son implication et sur ce geste. Et où il dit qu'après avoir appris dans les journaux que des imams français refusaient d'enterrer un musulman qui était trans, il a eu l'idée justement de fonder une association qui allait accompagner les homosexuels et personnes trans en France, et qu'il a fondée en 2010, qui s'appelle l'Association homosexuels musulmans de France, ou HM2F, l'abréviation, et aussi une mosquée inclusive, qui incluait donc toutes les personnes, quelles qu'elles soient, LGBTQI+, dans cette mosquée, dans un lieu qui était tenu secret, bien sûr, à Paris, puisque si bien sûr l'information était publicisée, bien sûr qu'il y aurait eu des problèmes, non seulement d'ailleurs de la part des musulmans, mais sans doute aussi d'autres communautés. Alors, Ludovic Mohamed Zahed, après la féministe musulmane américaine Amina Wadud, parle du mosquée du Tahwid, elle se réfère ainsi au concept d'unicité divine chère à l'islam, c'est-à-dire l'unicité divine qui aussi ramènerait à l'unicité vraiment de l'inclusion de toute la société, quelle que soit la différence de corps, la différence de genre, la différence de race et d'opinion, etc. Donc, ce qui est intéressant, quand Amina Wadud, qui est la première femme féministe aux États-Unis, donc à être imam d'une mosquée, dans une mosquée, c'est qu'en parlant de tawhid, on ne se réfère pas justement à des référents occidentaux, mais on recherche dans l'islam aussi des sources, dans la religion même de l'islam, des interprétations qui vont permettre d'inclure ces personnes trans et homosexuelles. Alors d'autres associations aussi ici en France accompagnent les personnes homosexuelles et trans. Donc il y a l'association Shams, qui signifie soleil en arabe, qui a été créée en 2016. Et aussi deux concernent particulièrement les migrants, mais mon collègue a parlé d'une tout à l'heure en particulier, donc l'Ardis, qui est pas seulement les migrants en général et pas seulement bien sûr les migrants musulmans. Et il y en a une autre qui est apparue très récemment, qui s'appelle ANKH,
qui se réfère au symbole de croix de vie égyptienne et qui est davantage focalisée sur les droits des minorités sexuelles et de genre en Europe, en Méditerranée et dans le monde arabe, et qui est très présente sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, non seulement en français mais en arabe, et ça c'est très important pour les personnes migrantes de ces pays, de pouvoir, qui ne parlent pas nécessairement le français ou l'anglais, de pouvoir accéder à ces informations dans leur langue maternelle. Et donc, ils ont récemment un lieu dans Paris, dans le 4e arrondissement, qui s'appelle La Bulle. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, même si donc on n'a pas de termes finalement en arabe, les termes qui sont employés maintenant pour dire les personnes homosexuelles ou trans, c'est des termes modernes qui sont apparus au début du siècle et qui correspondent à des traductions des termes français. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, par contre, il y a une myriade de termes locaux qui désignent des groupes sociaux particuliers à des époques données, dans des pays donnés, et qui relèvent de ce que j'ai appelé donc la catégorie du troisième genre. Alors, donc je vais... et donc ce qui montre aussi, parce que par rapport à... Il y a tout ce discours religieux aussi de certaines autorités musulmanes qui disent que justement... ça a été dit aussi tout à l'heure par mon confrère, que la question de l'homosexualité ou de la transidentité serait une importation de l'Occident, même si ces termes en tant que catégorie identitaire, oui, le sont. La question de la réalité ne l'est pas. Et puisqu'en effet, on a une myriade de groupes qui pratiquent l'homosexualité ou qui sont troisième genre, donc on pourrait dire aujourd'hui trans, dans ces pays. Donc le fait de dire que c'est quelque chose qui est importé de l'Occident et donc qui n'est pas religieux, qui n'est pas de notre culture et qui est à bannir, en fait, est totalement faux historiquement et anthropologiquement. Alors, il y a quelque chose même aussi de très intéressant. Vous savez, dans l'acronyme LGBTQI+, que j'emploie, il y a le I pour intersexe. C'est des personnes qui sont souvent oubliées. Et donc, les personnes intersexuées. Alors, c'est assez intéressant parce que dans le droit musulman, ils ont même un statut particulier qu'ils n'ont pas. C'est très récent aujourd'hui en France qu'on parle des intersexes, qu'ils aient un statut aussi précis, en tout cas surtout médical. Mais là, donc on a dans le droit musulman un statut particulier pour les intersexes. Alors, je vais expliciter tout ça. Alors, en même temps, la question de la différence des sexes, bien sûr, comme dans toutes les religions, elle est, y compris en islam, hein, c'est pas plus que d'autres, la différence des sexes qui est créée par Dieu, elle est clairement affirmée dans la première source de l'islam qui est le Coran, dans le verset par exemple, je cite, « Comme il a bien créé le mâle et la femme ». Donc il y a toujours cette division des sexes, c'est absolument fondamental comme dans toute société. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, au XIVe siècle, on a un juriste malékite extrêmement connu qui est Khalil, donc vous savez que... le monde, globalement, la question du droit, je l'ai dit, est très importante. Donc, on a le monde chiite et musulman et le monde sunnite. Et au sein du monde sunnite, on a plusieurs rites aussi juridiques différents, dont le malékisme qui a été adopté par toute l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, donc, qui est très important. Et donc, Khalil est fondamental, c'est un des piliers du malékisme. Donc de ce rite qui est le plus répandu au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'au XIVe siècle, donc dans ce traité de droit musulman, Khalil s'interroge justement sur le statut de l'intersexe. Alors, il l'appelle pas intersexe, bien sûr. En arabe, il dit « runsa ». Donc, dans les dernières lignes de son précis, donc le Murtassar, qui est très connu, qui fait autorité chez les Malékites, le Murtassar de Khalil. Alors, le terme d'intersexe peut apparaître bien sûr anachronique,
On aurait peut-être utilisé à cette époque le mot d'hermaphrodite, mais ce terme aujourd'hui, vous le savez, est très connoté. Il ne correspond aussi à aucune réalité biologique et médicale, puisqu'il n'y a pas de véritable hermaphrodite qui possède l'intégralité des appareils sexuels masculins et féminins. C'est pour ça que je préfère traduire cette notion de runsa par intersexe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui pose problème aux juristes, c'est pas du tout comme ça pouvait l'être aussi chez des médecins antiques gréco-romains, de penser que l'intersexuation est une monstruosité. Pas du tout. Ce qui lui pose problème, c'est la question de la succession. Puisque vous savez qu'en islam, les hommes et les femmes n'héritent pas de la même façon. Donc, comment ce troisième sexe, quelles vont être les lois de l'héritage qui vont s'appliquer à cette personne qui est d'un troisième genre. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, d'abord, il se dit, alors il faut quand même essayer de voir justement si il va définir les caractères sexuels qui permettent de déterminer si ce runsa est un homme ou une femme. Donc la question de la position du maillot urinaire, la quantité et la vitesse de l'urine, la pilosité à la puberté de la moustache et de la barbe, qui est extrêmement important dans le monde arabe, la question de la pilosité pour les hommes, l'émission de sperme, l'apparition des menstrues et des seins pour les femmes. Donc, mais si à la puberté, aucun élément physiologique ne permet de différencier si c'est un homme ou une femme, eh bien, il affirme, Khalil, que le runsa a droit en matière d'héritage, donc à la moitié de la part d'un homme et à la moitié de la part d'une femme. Donc, ça veut bien dire qu'il est considéré en ce contexte comme mi-homme, mi-femme, relevant des deux catégories. Donc, le runsa, on pourrait-on dire, c'est quand même un troisième genre qui est considéré comme bigenré, appartenant à la fois aux hommes et aux femmes. Et donc, en fait, bien que ce soit totalement méconnu, et sans doute aussi par beaucoup de musulmans, les juristes ont créé un troisième statut légal pour l'hermaphrodite, qu'on appellerait aujourd'hui intersexe, sans faire aussi référence à une opération, par exemple, de castration, qui viendrait aussi agir sur son corps pour le sexuer comme une fille, ce qui est le cas, par exemple, dans les opérations médicales aussi d'intersexuation qui ont lieu en France. Mais c'est un autre sujet. Mais on le laisse vivre dans son corps, on l'accepte comme tel, sans vouloir le normer, le médicaliser, le psychiatriser, et on lui reconnaît un statut de troisième genre avec donc des règles de l'héritage qui vont lui être attribuées. Alors, au niveau de la réalité sociale, la question de l'efféminé, on ne parle jamais de le masculiniser, j'y reviendrai peut-être, c'est-à-dire que c'est toujours la figure, comme de même que l'homosexualité est toujours perçue comme masculine, la question du troisième genre dans le monde arabe, mais ce n'est pas que dans le monde arabe, c'est universel, est perçue comme toujours comme l'efféminisation, c'est-à-dire que c'est un homme qui est vu comme efféminé. Alors, la figure de l'efféminé, elle est attestée au tout début de l'islam, au temps du prophète. En effet, donc à Médine, au 7e et au 8e siècle, on a le terme arabe de muhannas qui désigne l'efféminé et qui est cité dans un hadith du prophète, donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était, qui rapporte que l'envoyé de Dieu a maudit les hommes, s'efforçant de ressembler aux femmes et vice-versa. Donc, en même temps, on voit que le prophète maudit les personnes efféminées, et en même temps, ça veut dire qu'elles existent au temps du prophète, que les muhannasin existent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le terme de muhannas, on a une racine arabe, vous savez, trilitaire, comme les langues sémitiques, qui renvoie à la notion de douceur et de courbe. Et il y a quelque chose de très physique dans les représentations aussi, très visuelles, dans les représentations de l'homme et de la femme. Et dans le monde arabe, mais aussi ailleurs, les femmes sont souvent quand même associées à la courbure, à une silhouette plus généreuse, à la douceur aussi de la peau. Tandis qu'on a une représentation de l'homme comme quelqu'un souvent d'ailleurs avec une moustache, une barbe, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, et aussi de quelqu'un beaucoup plus angulaire. Donc, c'est intéressant que le terme même d'efféminé renvoie aussi à cette notion de courbure qui est aussi assez universelle.
Alors donc des historiens, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas vous abreuver de références, mais bon, je vais citer quand même l'historien américain Everett Rawson qui a beaucoup travaillé sur les Muranas et qui montre qu'il y avait une efféminisation et un travestissement complètement institutionnalisé parmi les hommes dans les sociétés pré-islamiques donc du début de l'islam. Et que ces hommes pouvaient se joindre librement aux femmes, étant donné qu'on pensait qu'ils n'avaient pas de désir pour les femmes, donc ils pouvaient côtoyer, et ça c'est un trait majeur de toutes ces figures de troisième genre, qui peuvent autant côtoyer le monde dans des sociétés arabo-musulmanes qui sont quand même très ségrégées dans l'espace. Les figures de troisième genre permettent d'aller aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes, donc soit de les séparer dans certains cas, mais aussi parfois de jouer le rôle d'entremetteur. Alors, donc, comme je l'ai montré dans mes travaux, ces variantes du Muranas se retrouvent jusqu'à aujourd'hui dans le monde ottoman, perse, arabe, bien qu'à chaque fois, en fait, ces variantes donc de ce qu'on pourrait traduire efféminé, même si ce n'est pas très beau, sont désignés par des vocables différents, propres à chaque pays, même si, par exemple, à l'exception du cas en Iran ou iranien, où le vocable même de Muranas était utilisé jusqu'au XIXe siècle pour désigner les féminés. Donc vous voyez qu'il y a des différences culturelles propres à chaque pays, mais il y a aussi quand même une sorte de berceau arabo-islamique de représentation qui est aussi très important dans ces pays. Alors souvent, parmi toutes ces figures, dont j'en citerai quelques-unes après, là vous voyez par exemple une miniature persane, mais bon, j'y reviendrai après, elles partagent des caractéristiques différentes, comme le fait d'être imberbe. Le fait de ne pas avoir de barbe est un élément très important de la différence des sexes. La barbe ou la moustache, vous savez, dans les pays arabes, on pense par exemple, si vous voyagez bien sûr en Turquie ou même au Maghreb, enfin, il y a des éléments de pilosité qui sont faciaux, qui sont extrêmement importants et qui rendent visible finalement la masculinité. Et de même, par exemple, les cheveux pour les femmes qui sont très importants, d'où le fait aussi de les couvrir, etc., etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, donc, en fait, donc toute personne qui n'aurait pas de moustache ou de barbe imberbe est considérée comme en deçà de l'idéal viril. Et donc ces garçons, par exemple, ces garçons imberbes ont pu être objets de désir et de désir érotique qui se manifestent dans la poésie, dans certaines poésies arabes homo-érotiques, qui est extrêmement connue, par exemple la poésie d'Abou Nuwas, donc du 8e siècle à Bagdad, qui chante, qui est une poésie, on pourrait dire aujourd'hui vraiment homosexuelle, explicitement, et qui est connue dans le monde arabe sans que ça choque quiconque quand on récite ces vers. Alors je cite par exemple un de ces vers. J'ai quitté les filles pour les garçons, et pour le vin j'ai laissé l'eau claire. Loin du droit chemin, j'ai pris sans façon celui du péché, car je le préfère. Donc on voit qu'on a bien sûr l'intériorisation de l'interdit de l'homosexualité religieuse et sociale, et il y a aussi l'idée de transgresser du poète qui va aimer aussi la question de l'amour qui est liée aussi à l'interdit et à la transgression qui va transgresser en séduisant des jeunes garçons. Alors, donc, on a aussi, bien sûr, la poésie en persane de Omar Khayyam au XIIe siècle, de Hafiz au XIVe siècle, où il y a toujours ce roulam, qui est le jeune garçon imberbe, qui est objet de désir dans cette poésie. Et souvent, il y a un trait érotique qui est chanté par ces hommes poètes, c'est le trait ou la ligne justement de la première moustache, qui est un élément érotique très 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 important, qui est chanté par les poètes et qui justement le moment où d'imberbe, l'homme va quitter le garçon qui était un peu asexué, qui était un troisième genre.
va devenir un homme. Et là, quand il va devenir un homme et sa moustache va apparaître, ben, il ne sera plus objet de désir. Donc c'est aussi en tant que troisième genre et en tant qu'efféminé et en tant que, on pourrait dire, bigenré ou agenré, qu'il est objet de désir et objet d'érotisme. Alors, bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a en Afghanistan aussi, encore aujourd'hui, il y a aussi des pratiques homosexuelles avec des jeunes garçons qui sont, ça peut paraître paradoxal, mais c'est en Afghanistan que ça se passe. Il y a toute une tradition de jeux on appelle jeux avec des jeunes garçons. Bon, j'avais des... Bon, mais ouais. Voilà, Bashabazi, vous voyez, bon, ça c'est en Ouzbékistan, ça c'était en Afghanistan, ça a pu avoir lieu au Pakistan, en Asie centrale. Donc des jeunes garçons aussi qui sont parfois un peu limite travestis, qui portent des cheveux longs, qui sont maquillés, qui ont des bracelets de cheville. Ça existait aussi en Turquie avec les Koçaks, voilà, qui jouent des castagnettes. Bon, aussi en Égypte, on en avait le phénomène aussi des rawals, pareil, qui sont habillés comme des femmes et qui chantent et qui dansent pour des personnalités, des sultans, etc. Donc il y a toute une tradition liée au divertissement, de fonctions de divertissement liées à des personnes troisième genre qui vont être efféminisées, mais je dirais, là on ne peut pas non plus parler, la question aussi de la différence entre ces troisième genres et la question de l'homosexualité ou de la transidentité aujourd'hui, c'est que ces personnes n'ont pas choisi leur identité, entre guillemets, c'est-à-dire que souvent ils étaient enlevés enfants à leurs parents, c'est aussi souvent, je vais peut-être en reparler si j'ai le temps, des hijras, ou des qu'on appelle aussi Rousra au Pakistan, c'est-à-dire les hijras en Inde, qui sont aussi des figures de troisième genre, qu'on pourrait dire trans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y en a qui choisissent, mais traditionnellement, la plupart de ces personnes n'avaient pas choisi, en tout cas là, de devenir trans. Ils ont été raptés, ils ont été forcés. Parfois, c'était des familles aussi non musulmanes. Pour les eunuques, par exemple, l'émasculation en même temps étant interdite en islam, hein, puisque ça atteint l'intégrité du corps, on détournait, par exemple, dans les harems, cet interdit, justement, en prenant des esclaves qui venaient d'Afrique de l'Ouest, d'Éthiopie, qui étaient vendus par des non-musulmans, etc. Donc, en fait, on contournait les interdits liés à l'émasculation aussi pour avoir des eunuques qui permettaient justement de protéger les femmes, de les garder dans les harems. Et que ce soit les harems ottomans, mais aussi les harems mongols de l'Inde aujourd'hui ou du Pakistan, et qui jouaient ce rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de séparation aussi des hommes et des femmes. Mais là encore, ces personnes n'ont pas choisi leur identité. Donc aussi, il y a cette différence qui est absolument fondamentale entre aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, qui est... Bon, psychologiquement, bien sûr, c'est jamais choisi. Enfin, voilà, on est comme ça, c'est pas... Et puis, c'est pas... Voilà, mais je veux dire, mais là c'est quelque chose, c'est une contrainte, c'est quelque chose qui a été... ils ont été pris enfants et ils jouent une fonction sociale particulière qui renvoie aussi à des abus, à des trafics, etc. Donc, c'est pas du tout la même réalité que la manière dont on envisage la transidentité ou l'homosexualité aujourd'hui. Alors, quelque chose aussi qu'on sait peu, pour revenir aux eunuques, c'est que, encore aujourd'hui, si vous allez à la Mecque ou à Médine, eh bien, ce sont des eunuques qui gardent à la fois à Médine le tombeau du prophète et qui gardent la Kaaba. Alors, vous avez ce livre, par exemple, de Zeguidour, qui s'appelle « La vie quotidienne à la Mecque », qui rapporte qu'en 1988, il y avait encore 17 eunuques qui gardaient la tombe du prophète à Médine et 19 pour garder la Kaaba. Donc dans le lieu, dans le sanctuaire,
le plus musulman, le plus sacré. Donc on a la présence de personnes qui, on va dire, sont de troisième genre et qui ont un statut extrêmement sacré. Et là encore, pourquoi leur présence au sein de ces sanctuaires le religieux? Eh bien, c'est pour maintenir l'ordre entre les sexes, notamment au moment du pèlerinage, où bien sûr viennent de nombreuses femmes ou hommes, et donc ils visent à séparer ces personnes pour qu'aussi il n'y ait pas d'attouchement, de séduction et de pratiques sexuelles, etc. Alors, bon, le temps passe très vite. Je vais aussi un peu parler de la question du transsexualisme à la fois en Égypte et en Iran, c'est-à-dire dans le sunnisme et dans le chiisme. Alors, en Égypte, alors vous savez, quand on parle de fatwa, ça fait toujours peur en général quand les gens parlent de fatwa dans les médias. Mais il y a un malentendu avec la fatwa, on pense toujours à Salman Rushdie avec le blasphème, etc. Mais en fait, la fatwa, c'est un élément, ça veut dire c'est une consultation juridique. C'est-à-dire qu'il y a certaines autorités musulmanes qui vont partir de tous les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, lorsqu'il y a un nouvel événement, une nouvelle problématique, des nouvelles technologies, par exemple les progressions médicalement assistées, je ne sais pas, vont arriver, des choses qui n'existaient pas auparavant, ou des phénomènes de société, on va interroger ces personnes et elles vont émettre leur avis juridique sur tel sujet. Donc en fait, en général, la plupart des fatwas sont plutôt progressistes que régressives, comme on le pense en Occident. Et là, en l'occurrence, justement, ces consultations juridiques sont toujours liées à quelqu'un qui a une question à poser, justement. Et là, à un moufti, pour qu'il donne son avis, pour qu'on sache si c'est licite, halal, ou illicite, haram. Bon, alors, donc, là, par exemple, dans le cas de la transsexualité en Égypte, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a un cas très, très intéressant. Donc en 1988, donc au Caire, il y a une fatwa qui a été émise par le moufti d'Al-Azhar, le sunnite d'Al-Azhar, donc El-Tantawi. Alors Al-Azhar, c'est quand même le lieu religieux par excellence sunnite dans le monde arabe, qui délivre des fatwas pour tout le monde arabo-musulman. Alors pourquoi cette fatwa ? Alors, il a été donc il y avait à El-Azhar même, il y avait, vous savez qu'il y a un secteur, à la fois il y a la théologie, on enseigne la théologie à El-Azhar, mais aussi la médecine, donc des disciplines extrêmement modernes entre guillemets. Et donc c'est une étudiante en médecine à El-Azhar, donc dans cette université religieuse, qui va devenir de Saïd, va devenir Sali, donc il va devenir femme, donc une femme trans, et donc elle va arriver à se faire opérer et à changer de sexe. Les médecins vont accepter, accepter de l'opérer, mais alors selon une lecture très médicalisée occidentale en Égypte, des médecins qui aussi à critiquer d'un point de vue occidental aussi, ils vont diagnostiquer ce qu'on appelle son hermaphrodisme psychologique. C'est ce qui est dit en arabe. Bon, c'est toute cette thématique psychiatrique de la transidentité. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là puisque je vais parler de l'islam, mais en tout cas qu'on appellerait en France dysphorie de genre. Bon, voilà. Donc les médecins ont détecté cette dysphorie de genre, donc à partir de là, ils vont dire très bien, elle est dysphorique de genre, donc c'est une personne trans, donc je peux l'opérer. Bon, alors donc le problème, c'est que El-Azhar a vu d'un très très mauvais œil cette opération. Parce que à la fois en islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est émasculation, tout ce qui est atteinte sur le corps est considéré comme interdite et comme une atteinte à l'intégrité même de la totalité du corps. Je ne vais pas aussi développer, mais il y a aussi des pourquoi, etc. Mais c'est aussi lié à la conception que les musulmans ont de la résurrection et de l'intégrité du corps aussi dans l'au-delà, puisque la vie dans l'au-delà est aussi importante pour les musulmans que la vie d'ici-bas. Mais je ne peux pas rentrer là dans ces considérations-là. Mais donc, en fait, El-Azhar
a accusé donc, les docteurs égyptiens d'avoir opéré cette chirurgie sexuelle dans le but de rendre légitimes des relations homosexuelles, qui devenaient finalement, après le changement de sexe de cette personne, hétérosexuelle, puisqu'elle concernait plus dès lors 2 hommes, mais une femme trans et un homme. Donc les médecins avaient répondu à cette suspicion d'homosexualité, puisque l'homosexualité, c'est la condamnation suprême, peut-être plus que la question de la transidentité, en déclarant qu'ils avaient soumis la patiente à un test anal qui attestait qu'elle ne pratiquait pas la sodomie. Alors là, la question du test anal, c'est une question extrêmement importante. Donc ce test qui est pratiqué en Égypte à la fois par des policiers ou par des médecins et d'une violence absolument énorme, consiste à faire un test anal qui prouverait que la personne a pratiqué la sodomie et donc qu'elle est homosexuelle, puisque comme on l'a dit depuis le départ à travers le Coran, l'homosexualité est liée à la sodomie et donc à la pénétration anale. Donc, et cet examen anal est pratiqué par la police égyptienne aussi, après les rafles, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure, sur des présumés homosexuels, et, pour prouver qu'ils n'ont pas pratiqué le crime de sodomie. Donc, en 2017, il y a plusieurs associations, bien sûr, la World Medical Association qui a appelé à l'interdiction de ces tests, le Human Rights Watch aussi qui a dénoncé cette pratique qui, je cite, n'a pas de base scientifique, viole l'éthique médicale et constitue un acte cruel, dégradant et inhumain, comparable à un acte de torture. Donc ces tests sont toujours pratiqués aussi aujourd'hui en Égypte pour prouver, soi-disant, l'homosexualité. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le tribunal égyptien, qui n'est pas Al-Azhar, bien sûr, le tribunal, le droit en Égypte est lié à la fois au droit musulman, mais aussi au code napoléonien. Donc, il y a le tribunal égyptien a donné l'accord à Sali de changer d'état civil après son opération, alors que Al-Azhar, donc le tribunal, on pourrait dire religieux, s'y opposait. Donc on voit qu'il peut y avoir aussi des conflits au sein d'un même pays entre les autorités religieuses, les autorités médicales et les autorités juridiques du pays. Les choses aussi sont complexes. Alors, mais par contre, Al-Azhar n'a pas voulu que l'étudiante, vous savez que aussi il y a une ségrégation, une division des sexes dans l'université d'Al-Azhar, donc les étudiantes sont entre femmes et les étudiants entre hommes. Et donc cette étudiante, qui d'abord était parmi les étudiants, Al-Azhar n'a pas voulu la réintégrer comme étudiante avec les femmes. Donc elle n'a pas pu continuer sa scolarité à Al-Azhar, dans cette université musulmane. Bon, elle a porté plainte contre discrimination auprès de la Cour internationale de justice de La Haye contre Al-Azhar. Alors, bon, donc on voit qu'en Égypte, donc c'est suite aussi à cette femme qui est extrêmement importante, qui a fait bouger les choses en Égypte, qui fait qu'il y a eu cette fatwa, une fatwa dont j'ai parlé tout à l'heure de Al-Tantawi. Donc tout le monde attendait cette fatwa en pensant qu'elle allait changer le statut et autoriser la transsexualité. En fait, elle est assez incompréhensible, cette fatwa, mais quand on la lit bien, en fait, elle ne concerne absolument pas les personnes trans, mais elle concerne les personnes intersexes. C'est-à-dire que ça la renvoie finalement toujours au droit musulman principiel, c'est-à-dire que s'il y a une différence anatomique, une bisexualité, on pourrait dire anatomique première, là, il peut y avoir une opération de transsexuation ou de réassignation sexuelle, enfin tous ces mots qui, bon, là aussi sont très connotés, il faudrait revenir les déconstruire, mais en tout cas, il peut y avoir une opération de changement de sexe s'il y a déjà physiquement des signes qu'il y a des éléments anatomiques des deux sexes chez l'enfant ou la personne. Mais par contre, il est impossible le Moufti ne le dit pas, mais il n'approuve que les opérations pour intersexualité. Donc ça veut dire que
les opérations de transidentité sont toujours interdites. Et comme en même temps, El-Azhar fait autorité dans le monde sunnite, eh bien, elles sont interdites dans tout le monde musulman sunnite. Donc c'est quand même une grande partie du monde arabo-musulman. Alors, par contre, c'est absolument différent dans l'islam chiite et en Iran en particulier. Alors, parce que là encore, suite à une femme trans qui voulait justement que les choses changent pour les personnes trans, elle a écrit une lettre donc au guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khomeini, en lui expliquant sa souffrance, en lui disant combien elle s'appelle Mariam Raltoun Molrara, qui a expliqué qu'elle souffrait de sa condition de femme emprisonnée dans un corps d'homme. Et donc, elle lui a demandé d'autoriser l'opération de changement de sexe. Et en fait, il a été apparemment ému par la lettre de cette femme trans. Et donc, l'ayatollah Khomeini a émis une lettre qui est devenue une consultation juridique, une fatwa, où il dit « Il n'y a pas d'obstacle en islam à la chirurgie de changement de sexe si elle est approuvée par un docteur digne de confiance. » Donc, cette lettre date de 82 et donc elle a été rendue donc, en fait en 84, 2 ans après. Donc, les instances, le gouvernement iranien a rendu possible dans les hôpitaux publics les opérations de transidentité, enfin de transsexuation. Alors, en obéissant comme en Occident, à un protocole médical et psychiatrique qui aboutit, suite à l'opération, même si aujourd'hui ça change en Occident, mais je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, à un changement d'état civil. Et les opérations sont prises en charge par le gouvernement iranien. Alors, beaucoup de commentateurs voient donc, et là encore, comme l'imam Khomeini fait autorité dans le monde chiite, suite à cette fatwa, tous les chiites du monde arabe, maintenant, ont accès théoriquement, si bien sûr les structures médicales le permettent, que ce soit au Liban ou ailleurs, à ces opérations de transsexuation. Alors, beaucoup de commentateurs y voient une avancée et une reconnaissance des transsexuels en Iran, mais l'opération de transsexuation peut aussi être considérée comme un moyen d'hétéronormer des individus dans un pays où, là, je le rappelle, l'homosexualité est illégale et punissable. Donc, et il est apparu par des personnes qui ont travaillé sur le sujet que en fait, la légalité de la transsexualité poussait certaines personnes, lesbiennes ou gays, à entrer en fait même dans un parcours de transidentité qu'ils ne souhaitaient pas réellement, mais qui leur permettait finalement de vivre plus ou moins leur vie de personnes homosexuelles en étant sans subir de contrôle policier, etc., parce qu'ils avaient une petite carte qui pouvait montrer à la police de la vertu pour montrer qu'ils étaient dans un processus, dans un protocole de transidentité, et donc voilà, qu'ils pouvaient échapper à la prison, etc. Donc c'est extrêmement, en même temps, ça peut paraître progressif, mais ça peut aussi être extrêmement pervers, et en poussant des personnes qui ne le sont pas à devenir trans, puisque finalement la transidentité est une aussi, bon, pas toujours, mais en l'occurrence dans ces pays, est considérée comme une hétéronormativité aussi, à la différence de l'homosexualité. Donc c'est pour ça que la question, à mon avis, la plus fondamentale, c'est le tabou de l'homosexualité dans ces pays qui admettent finalement parfois plus la transidentité que l'homosexualité. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. Ok, je vais conclure. Bon, alors, donc, je voudrais juste quand même dire aussi quelque chose sur les hijras, parce que c'est absolument, je pense que c'est très important. Le Pakistan, c'est un pays musulman par excellence, et qui, là aussi, accepte. Alors, il y a une catégorie particulière sociale qui est les hijras ou les rousras, qui sont des personnes qui vivent comme des personnes trans, on pourrait dire, mais là encore, qui sont extrêmement stigmatisées, qui subissent des violences, qui ont une fonction sociale particulière, mais c'est quand même dans ce pays aussi qui est musulman qu'on a
ils ont, suite à leur lutte aussi de ces personnes, parce que bien sûr, c'est jamais, ça se fait jamais comme ça. C'est pas une autorité musulmane ou publique qui va les valoriser, mais suite aux luttes de ces personnes et des associations trans, dont je n'ai pas parlé aussi, mais qui sont extrêmement importantes dans le monde arabe. La première a été créée au Liban, puisque le Liban est vu dans le pays du monde arabe comme le pays le plus gay-friendly, on va dire, enfin accueillant pour les personnes homosexuelles. Et que beaucoup de personnes aussi qui subissent des persécutions dans le monde arabe et qui migrent passent aussi par le Liban avant de venir en Europe, aux États-Unis ou au Canada dans leur migration. Donc ça a été, le Liban a été une des premières associations. Je vais pas, après, il y a eu la Turquie aussi qui est importante, où aussi les opérations de transsexuation sont, parce que c'est un État qui n'est pas religieux, donc ça a été reconnu par le gouvernement. On autorise en Turquie les opérations de transsexuels. Et pour revenir à l'Inde et au Pakistan, en Inde, vous savez qu'il y a toutes les religions, mais il y a aussi des musulmans, notamment à Delhi. Et au Pakistan, donc, les autorités ont établi un troisième genre dans les papiers d'état civil. C'est-à-dire qu'on a reconnu un troisième genre. Alors au début c'était Khwaja Sara, je ne vais pas développer, qui est lié justement à la catégorie Khwaja Sara, qui renvoie aussi aux eunuques dans les cours mongoles et qui aussi renvoie aujourd'hui à ces personnes hijra qui s'appellent ainsi, donc qui se réfèrent à une origine musulmane en étant aussi trans entre guillemets. Donc en fait, il y a cette troisième catégorie qui est apparue, qui leur permet d'avoir des droits en tant que tels et d'être reconnus non pas non plus comme des hommes complets qui ne disent ne pas être, ils se définissent comme ni hommes ni femmes, ni hommes parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils procréent pas, et ni femmes non plus parce qu'ils procréent pas, parce qu'ils n'ont pas d'utérus. Mais ça aussi, j'ai pas le temps de développer. Mais en tout cas, vous voyez qu'en même temps, il faut toujours contraster, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'islam, enfin ce qu'on peut dire et ce qui est dit, et des réalités pratiques qui font que finalement, quand on regarde ces sociétés, il y a plusieurs catégories de personnes. Voilà, ça c'est par exemple une personne justement du Pakistan. Rosra, bon, j'ai pas parlé des bâches à poche. Et donc, en fait, il y a, comme je l'ai dit, en fait, aussi, le troisième genre, c'est surtout dans toutes les sociétés, c'est plutôt des figures efféminées. Et on a très peu de petits garçons, de petites filles qui deviennent des petits garçons, sauf justement, mais là encore, poussés par leur famille, en Afghanistan, pour pouvoir accéder à l'espace public. On a aussi le cas en Albanie des vierges jurées. Et aujourd'hui, on a aussi le cas dans tout le Golfe Persique, d'un mouvement, on pourrait dire queer, de jeunes femmes qui sont extrêmement éduquées et qui assument en fait d'aller dans l'espace public avec des habits considérés comme de garçons, etc., d'avoir des activités considérées comme masculines, comme le sport, etc. Donc on voit aussi dans le Golfe en particulier qu'il y a des changements de mentalité, surtout dans les jeunes générations, et qui sont liés aussi au fait qu'à l'arrivée aussi des réseaux sociaux, du fait que aussi les pairs peuvent échanger des informations, la question aussi de l'importance des associations LGBTQI dans ces pays, même si elles sont persécutées, souvent elles ne peuvent pas avoir de place physique, mais elles échangent des informations, de l'accompagnement à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou d'autres médias. Voilà, je vous remercie beaucoup.